C'est bientôt Noël au Royaume-Uni aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Noël, nous les Anglais? Bah, les mêmes conneries que vous, hein. On se gave de chocolat, de dindon, d'alcool. On fait exploser notre propre foie. Pas besoin de gaver une fois d'oie. On fait de l'autoproduction chez nous. Sinon, on met des décos kitsch avec plein de lumière, comme ici d'ailleurs. Certains s'y mettent sérieusement, comme mes voisins. C'est comme un concours du plus ridicule hein, dans mon immeuble. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir le Père Noël collé sur la porte avec un bonnet à la con qui clignote 24 heures sur 24? Franchement. Mais ce que vous ne faites pas à Noël, c'est de manger du pudding. Et là, vous avez tort. Alors, c'est quoi exactement le pudding? Je vais essayer de le démystifier pour vous, les Français. Alors, comme nous sommes sur Radio Campus, je vous fais un petit cours. Le pudding pour les nuls. Ou bien tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pudding sans jamais oser le manger. C'est comme le thon. Exactement. Apparemment, le terme viendrait du français boudin. Parce que dans les puddings médiévaux, miam miam, il faudrait un certain type de viande dedans. Et je ne parle pas d'une pratique perverse, hein, mais une façon de préserver la viande en fin de saison. Or, je vais casser quelques mythes sur le pudding. Bon, d'abord, mythe numéro 1. La reine ne mange pas à son petit déjeuner. Mais par contre, elle en donne à ses amis fidèles, les corgis, ces caniches royaux bizarres. Et elle en donne aussi à son esclave sexuel, le prince Philippe. Le vendredi, je crois. Mythe 2. Il n'y a pas un seul pudding, il y en a plusieurs. Pas autant que vos fromages, quand même. Faut pas exagérer. Vous en avez combien déjà? 365. Ça fait un fromage par jour. Tiens, on pourrait les prescrire comme un médicament. Vous avez pensé à prendre votre Roquefort aujourd'hui, monsieur Dupont? Il faut le prendre avec un verre de vin après le repas, mais avant le dessert. Pas après le dessert, comme les Anglais. Eh oui, je sais que vous nous prenez pour un peuple compliqué, mais on a simplifié les variantes du pudding à une petite trentaine. Ce qui n'est déjà pas si mal quand on sait ce qu'il y a dedans. Alors, il y a le black pudding, le rice pudding, le Yorkshire pudding, le double lemongrass mais cock pudding, le tapioca, le fucking pudding. Maintenant, on peut voir... Merci les dames qui a rigolé là-bas. Nous avons une anglophone. Mais maintenant, on peut voir des puddings diététiques, des puddings bio, le pudding halal, le pudding sans plomb. Mais le pudding sans gluten. Mais sachant qu'un pudding est déjà constitué de 99% de gluten, on se demande en effet ce qui peut bien rester. Mais devions du sujet et parlons du pudding le plus connu, qui est bien sûr le mythique gâteau magique, le Christmas pudding. Yeah! Christmas pudding. Celui qu'on mange à Noël. Et à d'autres occasions aussi, comme après la mort d'un membre de la famille royale. C'est pour préserver la viande, rappelez-vous. Pour vous, l'équivalent traditionnel serait la bûche, cette chose longue, molle et blanche comme la neige. En Angleterre, on trouve aussi une sorte de bûche à Noël, mais quelques heures après le passage du pudding. C'est long, molle, plutôt marron. Maintenant, encore quelques faits sur le pudding. 1. Un pudding peut être sucré ou salé, peut-être les deux en même temps, mais bon, ça c'est une erreur, puisque le chef, le cuistot, il est anglais. 2. Il peut être explosif. C'est vrai, j'en ai fait moi-même l'expérience. D'accord, j'étais petit, ma mère m'a demandé d'éteindre le four et j'avais oublié. Donc le pudding est un objet potentiellement dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est interdit en avion. Tout le monde a déjà dû voir à l'aéroport les fiches de sécurité avec les objets interdits durant le vol, tels que les armes à feu, etc. Eh bien chez nous, il y a l'image d'un pudding. À côté, il y a aussi l'image d'un mec au crâne rasé, une femme à la crête rose, mais bon. Et finalement, 3, alors pour rendre le pudding encore plus intéressant, on y met une quantité énorme d'alcool. Du cognac, de la Guinness, du gin, du whisky, de la vodka. Bref, tout ce qui traîne chez les grands-parents typiques en Angleterre. Mais il faut faire toujours très attention à la quantité qu'on mange. Je me souviens d'un jour de Noël, lorsque j'étais gamin. On est rentré en voiture d'un repas en famille, mon père au volant, et on s'est fait arrêter par les flics. Et oui, sortez du véhicule, s'il vous plaît.
Nous avons mangé un peu de pudding ce soir, monsieur. Hein, vous avez repris combien de tranches, hein? 3,5. C'est pas beaucoup, ça. Merry Christmas, monsieur l'agent. Avec l'accent français. Bon, la police ne lui a fait pas de cadeau de Noël. Et à Noël en Angleterre, il y a une autre tradition plutôt étrange. Le coutume veut en effet qu'on offre toujours une carte de Noël à la famille et aux proches. Les cartes réceptionnées sont accrochées au mur, mais principalement au-dessus de la cheminée. Non pas pour servir d'allumage au feu, mais pour se faire valoir. C'est un peu comme les amis sur Facebook. Hein. Ouais, tu as vu combien de cartes on m'a envoyées cette année? 26, en même. Il y a des membres de la même famille qui ne se sont même pas vus depuis 30 ans et qui s'envoient des cartes par la poste. Souvent, une carte de Noël est utilisée comme preuve que les gens sont encore en vie. Je crois que l'oncle James est mort parce qu'on n'a pas eu de carte de lui cette année. L'oncle James, si, sa carte est cachée derrière celle de Mamie Mary. Elle est encore en vie, celle-là? Bah oui, c'était juste la grève de la poste de cette année-là. On a des grèves, nous aussi. Hein. Une année, on avait une grève très importante, le Mega Strike, et je croyais que toute ma famille était morte. Bon, nous sommes un peuple étrange avec une psychologie compliquée et probablement insondable, mais malgré tout, bonne fête à tous. Bravo.